Bonjour à tous. Pourquoi je fais ça avec ma main ? Aujourd'hui, je voulais vous donner mes 6 grands conseils pour vous améliorer à écrire. 6 conseils que j'ai peaufinés avec le temps, qui finalement ne diffèrent pas tant de ceux que j'aurais pu donner il y a 5 ou 6 ans quand j'ai commencé à écrire, mais que j'applique peut-être un peu plus, parce que rien que l'an dernier encore, quand parfois je donnais des conseils ou que je vous parlais de manière spontanée sur mon écriture, je faisais des grosses conneries. Premier conseil, c'est de vraiment réfléchir à votre sujet en amont, de vraiment mûrir votre livre avant de commencer à le coucher sur papier. Moi, je donne ce conseil parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais tendance à négliger avant et à toujours foncer en me mettant des œillères, en me disant toujours « Ah, de toute façon, si tu y travailles suffisamment longtemps dessus, si... tu appliques les autres conseils que je vais donner après. Bon bref, si tu écris bien, entre guillemets, tu peux écrire sur n'importe quel sujet. C'est la vision qu'on nous donne un peu à l'école, en parlant de Flaubert par exemple, qui écrivait sur Madame Bovary et donc sur le rien, et donc petite bourgeoisie de province, qui est un sujet suffisamment inintéressant comme ça de prime abord, mais qui en fait se révèle vraiment intéressant sous la plume de Flaubert. Sauf que grand scoop, nous ne sommes pas tous Flaubert, donc mieux vaut vraiment à la fois réfléchir au sujet, mais aussi faire un plan qui soit suffisamment détaillé, qui nous laisse en fait l'occasion après de pouvoir en dévier si on veut un peu, ou de pouvoir avoir plus de liberté, mais en tout cas sur ça, sur le squelette du livre, il faut vraiment que ce soit quelque chose de vraiment réfléchi, quoi, de carré. Parce que oui, on peut écrire sur n'importe quoi, mais non, ça ne fait pas forcément un chef-d'œuvre, ça ne fait pas forcément un bon livre. Je pense que vraiment les meilleurs livres, ce sont peut-être ceux qu'on a mûris pendant un certain temps avant. Et par là, je n'entends pas le livre que vous avez mûri depuis votre adolescence de fantasy ou de trucs comme ça. Quoique ça fait super méprisant dit comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément le livre que vous avez mûri depuis des années, avec une vision peut-être un peu jeune ou non... réfléchi, quoi, enfin une vision peut-être un peu immature de la littérature ou de ce que vous voulez faire, mais vraiment quelques semaines avant, vraiment y réfléchir. Est-ce que je veux passer tant de mois, est-ce que je veux passer tant de semaines ou tant d'années sur tel projet ? Parce qu'avant, moi, franchement, j'avais une petite idée à la con, je fonçais directement. Bon, j'ai pas écrit tant de livres que ça non plus, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais tendance vraiment à me lancer, et maintenant que je sais le chantier que c'est, le temps que ça prend, et l'énergie aussi que ça prend, ben maintenant, je réfléchis vraiment à 2 fois, quoi. C'est pour ça que vous pouvez vous faire un petit document avec toutes les idées qui vous viennent, et vraiment les mettre face au constat du plan, quoi. Est-ce que cette idée, ça peut tenir, ça peut faire un bon livre, qui soit suffisamment élaboré, complexe, un livre que vous auriez envie de lire, quoi, tout simplement. Et donc ça me permet de faire une super transition vers mon deuxième conseil, qui est celui de continuer de lire pendant la rédaction. Et ça, c'est quelque chose qu'on revoit trop souvent. Des gens écrivent et les gens ne lisent pas forcément. Donc c'est autre chose encore que ce que je veux dire, mais bon, j'insisterai un peu après sur ce point-là. Moi, c'est vrai que pour mes premiers romans, j'avais tendance à mettre sur pause mes lectures en me disant « Ah non, ça va m'inspirer, ah non, je vais plus savoir ce que c'est mon style, ah non ». Et en fait, c'est totalement con comme idée. C'est comme si, je sais pas, vous étiez un grand cuisinier gastronomique et que vous ne vouliez plus manger pendant un certain temps, quoi, en vous disant... je sais pas si ma métaphore elle est très juste en fait, mais bon bref, vous voyez quoi. Lire beaucoup vous permet d'ouvrir vos horizons, vous permet de vraiment comprendre qu'en littérature on peut tout faire, si on le fait bien. Ça revient un peu sur ce que je disais au début, mais on peut vraiment tout faire, et en fait les gens qui ne lisent pas forcément sont souvent les plus dogmatiques et sont souvent ceux qui sont très à cheval ouais, sur des petites règles comme ça, et qui donnent des conseils un peu cons en fait, ou en tout cas qui donnent des conseils, j'ai envie de dire, qui sont un peu réducteurs, assez facilement, quoi, assez spontanément. Je prends un exemple. Par exemple, il y a quelques années, j'avais fait lire un texte où je sais plus, j'avais posé sur les réseaux sociaux, et quelqu'un était venu me voir en MP en me disant que j'avais oublié mes tirets dans un dialogue, et la personne ne comprenait pas en fait le concept du discours indirect, ou du discours indirect libre, et c'est quand même grave à ce niveau-là, quoi, en fait. Je pense à d'autres conseils, par exemple, un que je prends parfois en exemple, celui de utiliser un verbe de parole différent à chaque ligne de dialogue pour éviter les répétitions, les dit-il et ce genre de trucs.
moi je trouve que c'est la preuve d'un style très immature, très Harry Potterien ou ce genre de truc, quoi, très encore voilà, immature, j'ai pas d'autres mots, parce que justement, enfin là je suis en train de lire Jonathan Franzen par exemple, je vois que presque à toutes ses lignes il met dit-il, quoi, il s'emmerde pas, enfin c'est même pas une question de pas s'emmerder, je vais expliquer pourquoi c'est important après. Bolaño pareil, il y avait une ligne je crois dans les détectives sauvages où il y avait des dit-il et donc en quoi en fait c'est important justement de ne pas écouter tous les conseils, et donc celui-ci par exemple, c'est que ce conseil de nuancer avec un verbe de parole, un rétorqua-t-il, un répliqua-t-elle, ça met une nuance de plus et ça empêche le lecteur de deviner uniquement avec le dialogue, avec la réplique, avec la ligne de dialogue, quoi, l'état d'esprit du personnage. En fait, c'est manquer de confiance, et donc c'est un des principaux défauts qu'on retrouve chez les écrivains, manquer de confiance en la capacité de compréhension du lecteur, qui est pour moi vraiment très grave, quoi. En disant répliqua-t-elle, et en plus en ajoutant parfois des trucs d'une voix sèche, d'une voix acerbe, d'un ton monotone ou ce genre de trucs, c'est vraiment je veux t'expliquer mon histoire, je suis contrôle fric et je veux à tout prix que tu la comprennes exactement comme je veux que tu la comprennes, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc que je retrouve dans des romans qui sont souvent plutôt ratés après par ailleurs pour d'autres, parce que justement ce truc de pas faire confiance au lecteur, on le retrouve dans d'autres trucs, quoi. Donc ces deux exemples là comme je disais de conseils qui pourraient paraître plutôt du bon sens comme ça mais qui ne le sont pas, bah, il faut vraiment que vous les traquiez, que vous y fassiez attention, quoi. Mais par contre ça ne vous empêche pas, ce qui amène mon troisième conseil, de douter de vous. Il faut penser contre vous, il faut penser vraiment contre soi. Et ça, c'était une grosse connerie l'an dernier, par exemple, quand je disais ouais, je vais envoyer mon manuscrit, parce que je l'avais même pas terminé, oui, je vais l'envoyer dans pas longtemps, je pense que j'ai pas besoin de le faire poser finalement, parce que le potentiel y est, et puis si les éditeurs y voient pas le potentiel là, je pense pas qu'ils le verront plus tard. Qui était vraiment une grosse connerie. C'est ce que j'ai vu avec les retours des éditeurs, justement. Ils voient qu'il y a le potentiel, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. En fait, ils voient un livre qui a du potentiel, point barre. Ils vont peut-être retenir votre nom pour un prochain livre, mais celui-là, c'est cramé. Vous n'avez pas 36 000 chances, en fait. Vous n'en avez qu'une seule quand vous envoyez aux éditeurs. Et pareil, si vous vous auto-éditez, vous n'avez qu'une seule chance de séduire tel lecteur. S'il trouve que c'est sympa, mais sans plus, il y a des millions et des millions d'autres auteurs. Je sais pas si on a des millions et des millions, mais bon, il y a des milliers d'auteurs, ils ont un millier de choix. Pourquoi ils choisiraient quelque chose qui est, ça a du potentiel, qui est finalement pas encore suffisamment mûri quand ils ont un choix, quand ils ont des chefs-d'œuvre à côté. Je sais pas en fait, mais j'ai de plus en plus l'intuition qu'un très bon livre, s'écrit à minima en 1 an, quoi, en fait. Pourquoi je dis des quoi et des en fait, on sait pas, mais en tout cas, prends du temps. Douter de soi, penser contre soi, c'est douloureux de se remettre en question, parce qu'il y a des critiques qui font mal. Et vous devriez prendre le temps, justement, de les laisser infuser, quoi. Même si au début, vous voulez pas les écouter, mais il faut quand même essayer de les écouter. Parce que elles ne peuvent que vous aider à vous améliorer. Moi, il y avait une critique qui m'a fait beaucoup de mal ces derniers temps, c'était que l'écriture peut-être n'était pas assez ténue, ou un truc comme ça, enfin n'était pas assez, je sais pas si on dit ténue, mais voilà, qu'au niveau du style, peut-être que ça pouvait nécessiter encore plus de temps et de travail. Et au début, je l'ai vraiment mal pris. Et après, quand j'ai relu mon manuscrit, et que j'ai vu que j'avais des tics de phrases, des tics de... C'est même pas des tics de paroles, mais c'est vraiment une manière d'écrire les phrases qui revient au fil des pages. Des il y a, des je ne sais pas, j'ignore pourquoi, ou ce genre de trucs, quoi. Surtout les il y a. Enfin, en tout cas, j'ai vu que c'était quelque chose sur quoi il allait falloir que je réfléchisse. Donc... que je commence à réfléchir et finalement à prendre plus le temps d'essayer de s'améliorer, quoi, de vraiment c'est ça, quoi, c'est désagréable à écouter, mais ça ne peut que rendre votre écriture meilleure. Mais ce qui amène mon 4e conseil, écoutez les autres tout en faisant toujours attention à ce que vous voulez faire. Il faut demander conseil, mais en même temps faire confiance à cette petite voix, ce qui peut paraître très contradictoire avec ce que je dis. En fait, le fait de laisser infuser justement des conseils va vous permettre de faire le tri, et dans le fond, vous savez la réponse.
en tout cas, elle vient avec le temps, c'est-à-dire que vous voyez ce qui est pertinent et ce qui n'est pas, ce qui vous ressemble et ce qui ne vous ressemble pas. Et parfois, quand vous demandez à des bêta-lecteurs ou autres, quoi, ou à des alpha-lecteurs, ou je sais pas, à votre tante, ou ce genre de choses, quoi, parfois, la personne va vous donner un conseil qu'elle-même appliquerait sur son texte, mais qui finalement ne conviendrait pas au vôtre, quoi. Donc déjà, demander conseil, c'est demander à qui, trouver des bêta-lecteurs de confiance. Il faut que ce soit des gens qui aient à peu près les mêmes goûts littéraires que vous, ou qui en tout cas, dans leur propre texte, ont une esthétique qui peut ressembler à la vôtre. C'est pas forcé, mais après, ce que je veux dire, c'est que des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent auront plus tendance, enfin c'est logique quoi, à vous donner des conseils qui sont pertinents quoi. Alors que parfois des gens qui ne lisent peut-être pas du tout la même chose que vous ne verra pas si vous correspondez au style que vous essayez, enfin au genre auquel votre livre appartient, et ne verra pas non plus comment l'améliorer, si c'est un genre qu'il déteste. Schématiquement, par exemple, si vous adorez faire des livres policiers et que votre tante adore les romances et que vous lui faites lire, elle vous dira sûrement « Oui, tu devrais peut-être insister pour la relation avec l'ex-femme de gna gna gna, et puis gna gna gna. Oui, peut-être que tu devrais... Je sais pas pourquoi je lui fais une voix comme ça, mais bon, vous voyez l'esprit. Et en fait, finalement, votre livre ne ressemblera plus à ce que vous vouliez faire ou à vous-même, quoi. C'est pour ça que vous devez vous faire confiance, et en même temps je pense que certains conseils qui blessent ou qui font mal, finalement vous faut réfléchir un peu, et au fond de vous, vous savez la réponse quoi, même si ça prend un certain temps pour se l'avouer, mais au fond il y a toujours cette petite voix qui sait un peu et qui arrive à vous mettre, enfin si quelqu'un arrive à vous ouvrir les yeux sur quelque chose à améliorer, et donc quelque chose qui est amélioré et quelque chose qui ne peut que faire du bien à votre livre, c'est vachement bien. Voilà, bref. Donc là, comme vous avez compris, on est à la fin du livre. Vous l'avez d'abord, je dis que vous l'avez d'abord fait lire, mais non, c'est une connerie. D'abord, vous faites le nettoyage. Donc mon 5e conseil, en fait, c'est le 4e, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Nettoyage du texte, c'est-à-dire que on va rentrer peut-être dans les trucs grammaticaux, linguistiques, on va chercher la concordance des temps, on va chercher les répétitions, à la fois avec Antidote ou ce genre de logiciel, mais en même temps, je pense que c'est important que vous ayez à côté une liste avec vos tics. Si ça fait un petit moment que vous écrivez, vous devez savoir les tics que vous avez. Moi, si vous voulez, je vous mets la mienne ici, mais bon, elle ne correspondra pas à vous, mais en tout cas, ça peut être des tics qu'on peut avoir en commun, les mêmes, les mais évidemment, les peut-être, ce genre de trucs, et à la fin on s'en autorise certains par nombre de pages. Enfin, en fait ce que je veux dire c'est que ça a l'air très mathématique et carré, mais ce que je veux dire c'est que par exemple mais comme ça, moi je dirais que j'en laisse 2 par page à peu près, et que plus je trouve que c'est trop, donc il va falloir séparer. Si je vois un mais, enfin je dis mais ça pourrait être n'importe quel autre qui appartient ici, je me demande toujours quand même après, est-ce que je peux le supprimer? Parce que souvent on peut le supprimer. J'ai remarqué qu'un mais par exemple, vous faites un point à la phrase, vous recommencez votre phrase sans le mais, ça correspond, on voit qu'entre 2 phrases il peut y avoir une opposition qui se fait. Antidote, ça revient sur le truc de penser contre soi. L'an dernier, moi je pensais que j'étais devenue un génie et que maintenant j'en avais plus besoin, et parce que en fait tu comprends, moi la répétition c'est très important pour moi, alors Antidote il peut pas me permettre. Bref, Antidote, si vous pouvez l'avoir, c'est vraiment positif, parce que moi même 6 mois après je vois qu'il y a toujours des répétitions. C'est dans les scènes, j'ai remarqué, si ça peut vous aider, dans des scènes où il y a des dialogues, souvent la chose qu'on fait en même temps, dans les incises ou dans les lignes de description entre les dialogues, c'est là où il va y avoir le plus de répétitions. Par exemple, on est en train de discuter et en même temps on est en train de préparer, je sais pas moi, une tchatchouka. Bref, oui, disons une tchatchouka. Bon, bref, est-ce que vous savez ce que c'est une tchatchouka? Est-ce que ça se dit une tchatchouka? On n'a qu'à dire que vous êtes en train de préparer un cassoulet si vous préférez. Donc, on va voir souvent que le mot cassoulet va apparaître beaucoup à ce moment-là, haricot aussi va apparaître beaucoup, saucisse va apparaître beaucoup, et donc à chaque fois que vous voyez une scène comme ça de dialogue, je suis en train de fumer, le mot tabac, combien de fois il va apparaître, le mot briquet, combien de fois, le cendrier, etc. etc. Ça j'ai remarqué. Pareil, les trucs genre homme, mec, jeune femme, c'est quelque chose qui apparaît souvent dans les répétitions. Il y a des répétitions, il y avait pas longtemps j'en parlais, il y a des répétitions qui sont très particulières et qui changent selon chacun de vos romans. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi en fait, qui
ne sont pas si... Il n'y a pas tant d'occurrence de ce terme-là, mais c'est un terme fétiche un peu que vous aurez eu pendant ce livre. Je prenais en exemple Serpillère, par exemple, dans un de mes livres. Il apparaissait pas tant que ça, mais le fait qu'il apparaissait... Je sais pas si Serpillère c'est vraiment le mot, et je sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ces répétitions qui sont rédhibitoires et qui sautent aux yeux une fois que le texte il a posé, ou avec un truc comme Antidote, il y a des répétitions qui sont moins fréquentes, mais que vous allez voir quand même, ça va être des mots un peu moins fréquents, mais je pense que quand vous allez vous relire et le voir apparaître dans plusieurs chapitres, vous allez trouver ça bizarre. Peut-être qu'à la fin du livre, il y aura que 7, 8, 9 fois ce mot-là, mais il faut faire attention à ces répétitions bien précises. J'ai pas d'exemple là précis, c'est énervant parce que j'aimerais bien en avoir un, mais je peux pas vous montrer mon livre en vous disant tenez, c'est tel mot bien précis, vous ce sera la même chose, non, parce que ce sera différent. Merde, j'essaye vraiment d'expliquer. Des mots comme, je sais pas moi, machinalement par exemple, ou c'était justement ce qui m'était revenu, ou je sais pas moi, des trucs, par exemple vous faites un livre historique et vous allez mettre gabardine ou ce genre de fringues, ou pour moi quand j'avais fait un truc sur une bonne sœur, c'était le... J'ai oublié comment ça s'appelle, le sous-bonnet là, de bonne sœur, et ça apparaît tellement souvent qu'à la fin ça a un côté... Enfin c'est pas que ça apparaît si souvent, mais c'est que le fait que vous utilisiez toujours le même mot plutôt que gabardine, vous pourriez mettre sa veste épaisse ou... Enfin, ce genre-là, quoi. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Aussi, nombre des prénoms, très important, parce que en termes de répétition, c'est quelque chose qui apparaît. Vous avez un personnage ou le nom du vôtre. Je m'autorise comme l'aimer 2 à 3 occurrences par page. Je sais que ça fait bête et méchant comme ça. Vous verrez selon votre propre sensibilité, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que les noms, les prénoms de vos personnages, ça fait partie des grosses répétitions et des trucs qui sautent aux yeux quand on fait lire un texte, quoi. Faites confiance aux pronoms, ne remplacez pas ça avec des synonymes, parce que je trouve que c'est lourdingue de mettre le jeune homme blanc, le jeune homme roux, le jeune homme à la peau grêlée, et de mettre des trucs comme ça différents qui, pour caractériser, mais en même temps pour ne pas utiliser le prénom, utilisez il, ça convient, c'est très bien. En termes de description, bon, à part si vous faites de la fantasy ou ce genre de truc à la Harry Potter où chaque personnage, oui, il était roux et puis il avait l'air gentil, ah mais non, lui il était blanc et il avait l'air méchant. Enfin, c'est pas ça les descriptions, mais genre, on voit que dans les descriptions immatures, c'est souvent couleur des cheveux, couleur de peau, couleur des yeux, type de vêtements. Ne faites pas de description. Est-ce que dans les... Enfin, franchement, moi j'ai remarqué que dans beaucoup de livres que je lis, on ne décrit jamais les personnages. Laissez le lecteur l'imaginer tel qu'ils ont envie d'imaginer. Si votre personnage principal tombe sur quelqu'un qu'il ne connaît pas, à la limite là ça serait plus logique qu'il le décrive, mais ne décrivez pas son père, sa mère, son frère, les gens qu'il connaît, ça serait totalement... Enfin encore plus, en plus quand c'est pas une narration omnisciente ou ce genre de truc, quoi. Mais pareil, faire l'historique dès qu'il y a un personnage qui intervient, faire l'historique de tous les boulots qu'il a connus, qu'il a fait, son historique, enfin c'est un côté un peu, je veux faire quelque chose de très 19e, oui alors William Wilsberg avait été minier pendant tant d'années, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En général, voilà, pour résumer, pour le nettoyage, enlevez tout ce sur quoi vous avez un doute. Vous avez un passage, vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écrire, mais au moment où vous le lisez, vous avez cette impression de cheveux sur la soupe, vous virez. Vous virez tout ce qui est pas parfait en fait. Quitte à après, moi c'est un truc que je suis en train de comprendre, c'est qu'avant je supprimais tout et que parfois ça s'enchaînait moins bien entre chaque partie. On peut rajouter, on a le temps en fait, c'est ça le truc que je comprends de plus en plus, c'est on a le temps de l'écrire, on a le temps de le peaufiner, on a le temps de le chérir. Et moi j'ai tendance vraiment, ce qui m'amène à mon dernier conseil, qui est celui de, après ce gros nettoyage, laissez poser votre livre au moins 4 mois. Ça paraît énorme parce que quand je vois les gens qui conseillent, qui donnent des conseils, souvent ils disent d'attendre 1 mois, d'attendre 4 semaines. Non, moi je vous dis vraiment 4 mois, c'est vraiment le temps, j'ai remarqué de ma grande expérience. 4 mois, c'est vraiment le temps que ça nécessite pour avoir un regard neuf sur le livre. Bien sûr, vous pouvez faire, vous pouvez avoir des petites astuces pour avoir l'impression d'avoir un regard neuf. Par exemple, imprimer votre texte sur le papier ou le lire dans la liseuse, changer sa police, ça peut vous aider à avoir un peu de recul. Mais pour vraiment l'oublier, oublier votre histoire et la lire comme un lecteur qui ne l'a jamais lu, quoi, c'est 4 mois.
Et là, vous aurez une belle correction, vous enlèverez à nouveau tout ce qui ne va pas. Vous auriez fait le gros nettoyage, donc ça nécessitera normalement moins de temps. Et là, j'ai envie de dire, vous pouvez attendre encore un peu de temps. Parce qu'il faut toujours penser contre soi-même. Et même si le livre vous paraît être sa manière de sa version la plus aboutie possible, c'est pas forcément le cas, quoi. Moi, j'ai remarqué que après 4 mois, j'avais justement une vision la plus juste possible. Parce que quand on écrit, on a souvent, à la fois, parfois, tellement on est tellement heureux de l'avoir terminé, on est tellement qu'on est vraiment comme une mère qui vient d'accoucher et qui voit son bébé et qui le trouve magnifique, ou alors qui a tellement passé de temps qu'on finit par le détester, à le trouver nul à chier, à avoir l'impression qu'il y a plein de répétitions, qu'il y a que des passages ennuyeux et des passages charnières entre les passages bons, et que les passages bons ils sont rarissimes et qu'il doit y en avoir 5 dans votre livre. Donc soit vous êtes vachement dur, soit vous êtes vachement content de vous, quoi. C'est des étapes qui passent, mais après 4 mois, vous aurez ce regard-là de je vois mon texte comme un lecteur pourrait le voir. Et souvent, j'ai remarqué qu'on voit le potentiel du texte à ce moment-là. Et on voit toutes les petites erreurs. Donc ça nous aide à la fois à voir le positif et le négatif, et à enlever le négatif pour qu'il y ait encore plus de positif. Je crois que c'est sur ça que je vais finir, c'est que c'est ça, en fait, ça paraît bête et méchant, un peu... j'ai l'air dur comme ça, peut-être. Je dirais que je vais pleurer, mais c'est ma voix qui me donne des trémolos. Donc ça a l'air dur comme ça, et ça a l'air de prendre du temps, mais justement ça va vous aider à être peut-être édité, ça va peut-être vous aider à trouver des lecteurs en auto-édition, enfin ça peut que vous aider. Et c'est vrai que ce soit le système de l'édition traditionnelle ou l'auto-édition, moi ça m'a donné une idée fausse en fait il faut sortir des livres au plus vite pour justement enchaîner les livres et avoir le plus de lecteurs possible. Et en fait c'est une grave connerie, vaut mieux, comme je dis, chérir nos livres, les peaufiner avec l'amour d'une mère qui est en train de je sais pas, l'amour d'un aquarelliste qui est en train sur son aquarelle à l'améliorer, que ça lui prend. Ou peut-être qu'une aquarelle ça prend pas tant de temps que ça. Bon, un peintre à l'huile qui est là en train de se branler sur sa toile, faites pareil quoi, c'est plaisant en plus, c'est ça quoi. Ne lâchez pas vos livres dans la nature comme ça sans qu'ils aient des grosses ficelles qui les tiennent. En ce moment, justement, je suis en train de terminer mon livre, donc ça fait que je risque de faire moins de vidéos. Une vidéo que je vais faire bientôt, c'est tester la cube. Ça va pas donner grand chose, donc vous verrez en vidéo. Je pense que je vais faire une grosse vidéo sur Franzen, comme j'ai pu faire sur Houellebecq, sur Knausgaard ou sur Stephenson. Il faudrait que je fasse sur une femme peut-être pour changer, parce que là c'est vrai que ça fait un peu couillu quoi. Et Diadorine aussi bientôt. Mais je pense franchement que tenir une vidéo par semaine, ça risque d'être compliqué. Et c'est vrai que l'algorithme met un peu cette pression que si je le fais pas, je risque de perdre en vue et tout. Mais bon, le risque, je dois le prendre. De toute façon, j'ai pas le temps. Et voilà, je préfère vous faire des vidéos réfléchies et de qualité plutôt que faire du bavardage. Quoi. Ça veut dire que vous pensez vraiment que c'était du bavardage aujourd'hui? Bref. Mais en tout cas, si j'ai un sujet comme aujourd'hui qui me vient, j'essaierai de la faire, quoi. Mais en plus, j'ai le magazine, je traîne. Je pense qu'il ne sortira peut-être pas aussi vite que l'an dernier. J'aimerais bien qu'il sorte en septembre. Ça dépend de tout ça. Bref, voilà, petite parenthèse pour vous dire, je vais faire de mon mieux pour vous en sortir souvent, mais elle risque d'être... Vous avez compris. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.